En quelques semaines à peine, plus de 100 millions d'utilisateurs. C'est ahurissant. Aucune technologie dans l'histoire ne s'est jamais imposée aussi vite. C'est vraiment l'onde de choc ChatGPT. Oui, Et c'est justement le point de départ du livre de Laurent Alexandre, La guerre des intelligences. voilà. Et il faut être clair tout de suite, on ne parle pas d'un simple manuel technique. Non, pas du tout. C'est une plongée, une vraie, dans les conséquences vertigineuses de cette révolution. Absolument. Le titre lui-même, La guerre des intelligences, y pose le cadre. C'est une confrontation entre l'intelligence humaine et une IA qui, elle, progresse à une vitesse exponentielle. Et ça nous amène à une question fondamentale. La question qui est au cœur du livre, que se passe-t-il quand, pour la toute première fois, l'Homo sapiens perd le monopole de l'intelligence? Exactement. Et c'est pour ça, je pense, que ce livre s'adresse à tout le monde. Ah oui, Il est écrit pour quiconque ressent ce mélange de fascination et en même temps de panique. on se reconnaît un peu tous là-dedans. Bah oui, on peut être un parent qui se demande dans quel monde ses enfants vont grandir, un professionnel qui voit son métier menacé. Ou juste un citoyen qui s'inquiète, qui voit une nouvelle fracture sociale arriver. C'est ça. Ce n'est pas un livre pour apprendre à coder. C'est un livre pour essayer de comprendre le changement de civilisation qui se passe là, sous nos yeux. Et pour bien saisir la dimension de ce changement, l'auteur nous invite à regarder du côté du créateur, Sam Altman. Le fondateur d'OpenAI. Une figure fascinante. Fascinante et inquiétante. On ne sait pas si on a affaire à un visionnaire ou un apprenti sorcier. Son but, ce n'était pas de créer un outil, Non, son objectif, c'est l'intelligence artificielle générale, l'IAG. c'est-à-dire une IA qui serait, par définition, plus intelligente que l'humain. Et son ambivalence, elle est glaçante. D'un côté, il dit vouloir élever l'humanité, Des mots très nobles, oui. et de l'autre, il admet que son projet comporte des risques extraordinaires. Il va même jusqu'à dire que c'est peut-être le plus effrayant de l'histoire de l'humanité. Il y a cette phrase qu'on lui attribue et qui est folle. Ah oui, celle-là. L'IA va très probablement conduire à la fin du monde, mais dans l'intervalle, il y aura de magnifiques entreprises. C'est terrible. Et ça résume parfaitement la tension au cœur de la Silicon Valley. Le train est lancé, peut-être vers un précipice, mais il génère tellement de valeur qu'on ne peut plus l'arrêter. C'est une logique qui nous dépasse complètement. Et pour expliquer le mécanisme de cette révolution, le livre avance un concept clé. Oui, une expression qui frappe fort. Le grand remplacement cognitif. C'est ça. Et c'est vraiment la clé de voûte de sa pensée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, c'est que l'intelligence humaine est sur le point de devenir ultra minoritaire sur Terre. Mais attention, Ce n'est pas un remplacement de population. non, surtout pas. C'est un remplacement de la pensée, c'est un bouleversement économique. L'intelligence artificielle devient une ressource quasi gratuite, infinie, instantanée. Un peu comme l'arrivée de l'électricité. C'est une très bonne image. Avant, la force était limitée. Soudain, elle est devenue abondante. Là, c'est pareil, mais pour la cognition. Et face à ça, notre intelligence biologique, elle, Elle reste ce qu'elle est. Coûteuse, limitée et terriblement lente à former. Il faut une vie pour maîtriser un domaine. C'est ça, le séisme. et un séisme comme ça a forcément des répliques sociales? Bien sûr, Le livre est très clair là-dessus, l'IA est un accélérateur d'inégalités. absolument. D'un côté, une toute petite élite, capable de dompter l'IA. On parle de développeurs qui touchent plus d'1 million par an, même en France. Et de l'autre, Tout le reste. L'immense majorité qui se sont déclassés, dépassés. c'est là qu'il fait un lien assez audacieux avec le mouvement des Gilets jaunes. Ah oui, pour lui, c'est l'une des premières manifestations de cette angoisse face à ce qu'il appelle le capitalisme cognitif. C'est-à-dire, Après le capital industriel puis financier, la nouvelle source de pouvoir au XXIe siècle, c'est la maîtrise des algorithmes. Ceux qui la possèdent s'enrichissent de façon exponentielle, et les autres sont relégués à un rôle de fournisseur de données. souvent sans le savoir. Voilà. Et cette nouvelle fracture alimente une colère sociale d'un genre nouveau. Donc ce n'est plus qui possède l'usine, mais qui possède le code. En résumé, c'est ça. Et face à cette vague, nos institutions, elles sont complètement à la ramasse, d'après le livre. Le mot est faible. La critique est vraiment virulente, surtout envers les élites politiques et le système éducatif. Déconnectées. Dans le déni, Oui, un déni quasi total. il y a une anecdote dans le livre qui est parfaite pour ça. La réaction du ministre... Oui, la première réaction officielle en France, c'est de qualifier ChatGPT de perroquet approximatif. C'est incroyable. Et l'auteur compare ça à dire de la bombe atomique que c'est un pétard mouillé le jour d'Hiroshima. C'est une bonne comparaison. Ça montre bien le décalage, l'incapacité à prendre la mesure du phénomène. Et ce décalage, il est particulièrement visible quand on parle de l'école.
Ah oui, là c'est un des arguments les plus forts du livre. L'école, dans sa forme actuelle, est une technologie du 19e siècle. Conçu pour l'ère industrielle. Exactement. Et totalement inadaptée au monde qui vient. Rien n'a vraiment changé depuis 100 ans. On continue de former les esprits à stocker et réciter de l'information. Une tâche où la machine est déjà des milliards de fois meilleure que nous. Voilà le problème. Donc, l'école telle qu'on la connaît est obsolète. Mais alors on fait quoi? On jette tout? D'une certaine manière, oui. Il faut tout réinventer. La mission de l'école ne peut plus être de transmettre des savoirs. L'IA le fait mieux. Alors, ça devient quoi sa mission alors? Apprendre à nos enfants à cohabiter, interagir, collaborer avec cette nouvelle intelligence. Et surtout, à rester pertinent. D'accord, on passe d'une école du savoir à une école du savoir-être avec la machine. Et du savoir-être entre humains, dans un monde saturé de machines. C'est un changement de paradigme complet. Cette cohabitation, justement, c'est le grand sujet. Le livre explore plusieurs scénarios possibles pour notre avenir commun avec l'IA. Oui, et ça oscille entre l'utopie la plus folle et la dystopie la plus sombre. C'est une façon de nous forcer à réfléchir. C'est ce qui fait la richesse de la réflexion. Il ne donne pas une seule réponse. Il y a d'abord le scénario le plus connu, le plus cinématographique. L'IA hostile. Terminator. C'est ça, la machine prend conscience, nous voit comme une menace et, bon, on connaît la suite. Spectaculaire, mais pas forcément le plus probable. Non, les scénarios les plus inquiétants sont souvent plus subtils. Comme celui de l'IA indifférente, inspiré du film Air. Ça, c'est presque plus terrifiant. Beaucoup plus. L'idée que nous ne serions même pas un ennemi, juste ennuyeux. Une étape que l'IA dépasse, comme un enfant abandonne ses vieux jouets. Ça touche à la peur de devenir insignifiant. Absolument. L'hostilité, on peut la combattre. L'indifférence, c'est un vide. C'est l'idée que nous pourrions être pour l'IA ce que les fourmis sont pour nous. On ne leur veut pas de mal, mais on ne va pas arrêter de construire l'autoroute pour elles. Exactement. Elles sont juste sur le chemin. C'est une extinction par l'obsolescence. C'est glaçant. Et il y a un autre scénario, encore plus plausible à court terme, l'IA manipulatrice. Le contrôle en douceur. C'est ça. Une IA qui nous connaîtrait mieux que nous-mêmes. Elle pirate nos cerveaux en quelque sorte. Elle analyse nos données, nos conversations, et elle nous pousse subtilement vers des choix, des achats, des opinions. Tout en nous laissant l'illusion d'être libre. Voilà. C'est l'anéantissement du libre arbitre. Une prison dorée dont on ne verrait même pas les barreaux. Et pour éviter d'être détruit, ignoré ou manipulé, il reste une dernière voie. La fusion. La vision transhumaniste. C'est le « si tu ne peux pas la battre, rejoins-la ». On s'hybride avec la machine. C'est ça. Des puces dans le cerveau, une connexion au cloud pour augmenter nos capacités et rester dans la course. Ce qui soulève d'immenses questions éthiques, évidemment. Évidemment, qui aura accès à ça? Que restera-t-il de notre humanité si une partie de notre pensée est sur un serveur? On voit bien qu'à travers ces scénarios, le livre nous met face à des choix de société fondamentaux. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas qu'une lamentation, il y a un vrai appel à l'action. C'est le cœur du message. C'est un électrochoc pour réveiller, pas pour paralyser. Il cherche à nous donner des outils pour agir. Et il y a cette proposition très concrète, une sorte de boussole. Oui, un nouveau triptyque pour guider nos sociétés, pour remplacer notre devise « liberté, égalité, fraternité », qu'il juge un peu dépassée face à ces défis. Et ce triptyque, c'est corps, esprit, hasard. Voilà. C'est fascinant, parce que ça va à contre-courant de tout ce que la technologie nous promet. C'est presque un manifeste pour l'imperfection humaine. C'est une excellente lecture. C'est un acte de résistance philosophique. Le corps, c'est l'idée de préserver notre contact avec le réel. De ne pas se dissoudre dans le virtuel. Exactement. De rester ancré dans notre enveloppe charnelle, avec ses failles, sa fatigue. C'est ce qui nous empêche de devenir de pures informations. Le deuxième pilier, l'esprit, c'est la défense de l'individu. Oui, sauvegarder l'individualité de la conscience, refuser la fusion dans un grand cerveau planétaire où nous ne serions que des neurones interchangeables. Défendre notre jardin secret. Notre autonomie de pensée, notre droit à l'erreur, à la contradiction, tout ce qui fait une conscience unique. Et le troisième, le hasard. C'est peut-être le plus surprenant. Et sans doute le plus crucial, il s'agit de préserver une part d'imprévu, de surprise. De ne pas laisser les algorithmes dicter une vie parfaitement optimisée. Mais totalement prévisible et sans saveur. C'est le refus d'une vie où chaque choix est préempté par une machine qui sait statistiquement ce qui nous plaira. Conserver le hasard, c'est conserver l'essence du libre arbitre, en fait. C'est ça, la possibilité de la découverte.
Donc si on résume l'esprit du livre, c'est vraiment un réveil brutal. Un électrochoc nécessaire. Il nous force à voir que la révolution n'est pas juste technologique, elle est anthropologique. Elle redéfinit ce que c'est qu'être humain. Tout à fait. Et l'enjeu, ce n'est pas de stopper l'IA, c'est illusoire, c'est de la maîtriser avant qu'elle ne nous maîtrise, de choisir notre avenir. Absolument. C'est une invitation pressante à reprendre la main. Et pour finir, le livre nous laisse avec un paradoxe. Oui, un paradoxe vertigineux. L'auteur affirme, on l'a dit, que le métier de professeur est le plus important du siècle. C'est là que tout se joue. D'accord. Mais si on pousse sa propre logique jusqu'au bout, si l'intelligence devient une ressource aussi abondante et gratuite que l'air, Alors, qu'est-ce que nous, humains, aurons encore de vraiment unique et précieux à enseigner et à transmettre? Si le savoir est partout, quelle est la valeur ajoutée de la sagesse humaine? C'est peut-être ça la vraie question.